Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, je suis heureux de vous accueillir ici à l'hôtel du département, l'HDD, où nous allons découvrir quelques espaces avec la chargée des visites, Anne-Sophie Roulant. Mais avant d'aller la rejoindre, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, éducation, distribution des tablettes dans les collèges. Nous avons suivi les premiers pas de la 6e Boldini au collège Émile Verhaeren à Bonsecours. Artisanat pour l'amour du bois et de la musique. Alexis Péan nous fait découvrir son métier, restaurateur d'instruments de musique. La Poste Gourmande, Montpagnier 76, direction Saint-Martin de l'If, pour faire connaissance avec les confitures de la ferme de Martine. Culture, on tourne une nouvelle page de notre carnet d'expo, direction les archives départementales à Rouen, où nous ferons plus ample connaissance avec Louis Chénaud, un photographe amateur rouennais du 19e siècle. Et en fin d'émission, nous plongerons dans l'univers musical teinté d'un rock bien balancé, venu du Havre, les Signers. Nous nous retrouvons à l'intérieur de l'hôtel du département, plus précisément dans le hall d'honneur, avec Anne-Sophie Roulant. Anne-Sophie Roulant, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des visites de l'HDD et vos visites commencent toujours ici, c'est important, dans le hall d'honneur, avec derrière nous une tapisserie monumentale de Mathieu Mattego. Oui, une tapisserie qui fait l'équivalent d'un F3, 85 mètres carrés. Il a fallu 20 000 heures de tissage, 3 000 heures de confection. Elle a été faite en lin, donc ça représente vraiment le département, puisque nous sommes premiers producteurs nationaux de lin. On en cultive encore 23 000 hectares à ce jour. Et donc cette tapisserie, eh bien, elle évoque les richesses de la Seine-Maritime et on les cherche ensemble pendant mes visites. Une visite qui nous réserve bien des surprises avant de continuer et d'ailleurs d'aller vers l'hémicycle, je crois. On va tourner une première page d'actualité du département en 76 secondes. Le 15 novembre dernier, le département a accueilli ses volontaires en service civique. Depuis 2012, au travers de l'action Citoyen 76, le département accueille chaque année des jeunes volontaires au sein des diverses directions de la collectivité. On apprend beaucoup, que ce soit sur la collectivité territoriale, son fonctionnement, sur la culture et le patrimoine, forcément vu la direction, et puis une formation aussi sur la communication pour moi. On est très bien accueillis, on découvre de merveilleuses choses, on rencontre aussi beaucoup de monde et c'est très bénéfique pour l'insertion professionnelle. Au collège Henri Dunant à Aumale, c'est l'heure de la distribution d'un livre offert par le département au nom de la cause nationale, la lecture publique. Après le lancement de la bibliothèque numérique, la mise en place d'un projet intergénérationnel d'écriture et de la lecture de la correspondance, le département continue dans sa lancée en offrant aux 64 000 collégiens du territoire le célèbre roman L'Aiguille creuse de Maurice Blanc. En Seine-Maritime, la lecture grande cause nationale. C'est le début d'une grande aventure, puisque tous les ans, nous aurons l'occasion, avec un comité de lecture qui sera au travail, de sélectionner un auteur qui nous est cher et d'en faire profiter nos collégiens du département de la Seine-Maritime. Le 18 novembre, le réaménagement du centre médico-social du Trait a été inauguré en offrant des locaux adaptés aux besoins de l'accompagnement de proximité. Les travaux d'un montant de 530 000 € se sont concentrés à restructurer les espaces de travail pour une distribution plus fonctionnelle, une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, une mise en conformité électrique et une amélioration des performances énergétiques. Pour rappel, le département de la Seine-Maritime possède 89 CMS ouverts à tous. Nous continuons la visite, toujours avec Anne-Sophie Roulant, qui est responsable chargée des visites de l'HDD. Et justement, on se retrouve ici, on peut dire en plein cœur de l'hôtel du département, l'hémicycle, là où on va dire que les politiques se décident et se votent, n'est-ce pas Anne-Sophie ? Tout à fait, l'hémicycle, donc la moitié d'un cercle, on le constate ici. Et donc dans cet hémicycle, tout est voté. J'explique du coup pendant mes visites commentées le budget aussi, comment il est voté, le rôle de l'élu et les compétences du conseil départemental. Oui, c'est ici, c'est une fois tous les trimestres, des grandes décisions sont prises, des votes sont organisés.
C'est ça. Et j'explique aussi qu'en haut, on peut accéder côté public, donc c'est ouvert à tous. Alors, on est accessible aussi sur nos réseaux en direct, mais si un jour vous voulez découvrir une séance plénière, vous pouvez tout à fait venir le faire librement. Le rendez-vous est pris. Avant de continuer notre visite, justement, on va parler d'un dispositif qui a été voté ici dans l'hémicycle, la distribution des tablettes pour les 6e. Cette année déjà, 18 000 tablettes ont été distribuées dans 109 collèges publics. Nous avons suivi les premiers pas de l'utilisation de ce nouvel outil pédagogique au collège de Bonsecours. Pour la 6e Boldini au collège d'Émile Verhaeren à Bonsecours, c'est l'heure de venir chercher sa tablette. Mais avant de la prendre, la veille, les collégiens ont effectué les premiers pas avec ce nouvel outil pédagogique, une première étape intitulée l'enrôlement. Est-ce que tout le monde a allumé la tablette? Normalement, vous devriez être sur cette page-là. En bleu, c'est en bas. Une étape qui détermine la première connexion avec la tablette. Quelques codes personnels sont à rentrer. Pour les aider, Madame Ducouré, documentaliste depuis 24 ans, assiste à l'opération. Elle est aussi, de ce fait, référente tablette. Ça a consisté à dépanner les élèves, comme là c'est le cas, puisqu'il y a des élèves qui ont oublié leur mot de passe. Et puis aussi dépanner les professeurs s'il y a besoin. Et installer des nouvelles applications à la demande des professeurs. C'est déjà à l'aise, les élèves. De toute façon, ils sont plus à l'aise que nous sur les nouvelles technologies. Je me fais aucun souci. Ils vont prendre l'outil très vite en main, sans aucun problème. Il y a une sorte de petit pop-up qui apparaît, c'est cliquer sur « Accepter ». C'est le top départ pour télécharger les premières applications, de quoi ravir la curiosité de Clara et Sarah. Il y a des applications sur le tensiomètre, par exemple. Il y a mon appli préférée, donc ça va. Il y a par contre, je sais pas, il y a des où on peut créer des vidéos. Et il y a une application avec un arbre. C'est cool. Il y a une sorte de photo avec un L. C'est bizarre. Ah c'est moi, regarde, on l'avait déjà installé. Baobab. Pour regarder les devoirs. Aussi, j'ai une application pour les tables de multiplication. Plein de trucs. Bah, qu'on peut tout changer, on a plein d'applications pour tout faire. C'est trop cool! Ça reste un outil. Lire, écrire, compter, c'est quand même les bases. Ça ne remplacera pas le fait de prendre une feuille, un stylo et de savoir noter des cours, faire une rédaction et faire une dictée sans faute. Le message est bien compris. C'est parti pour une année scolaire avec un nouvel outil pédagogique. À suivre. Nous continuons notre visite à l'intérieur de l'hôtel du département. Nous sommes dans le hall d'entrée du carré des conférences Arnaud Beltrame, un ancien colonel de gendarmerie. Et derrière nous, vous voyez dans ce hall d'entrée ce magnifique tableau de Jacques Lelieur. Anne-Sophie, il représente quoi ce tableau? Bayeux a sa tapisserie, Rouen a son livre des fontaines. Et grâce à Jacques Lelieur, on a la plus ancienne vue panoramique de Rouen qui date du début XVIe siècle. Et à l'époque, c'était pas pour avoir une vue de Rouen, c'était pour faire un état des lieux de l'aménagement en eau de la ville. D'où livre des fontaines puisque c'était des sources d'eau. Une belle occasion pour ouvrir notre carnet d'expo, direction le Paul Gramont à Rouen, où nous allons découvrir la passion de Louis Chénaud, un négociant rouennais, mais surtout un photographe amateur de 1875 à 1923, au travers d'une exposition intitulée « Chambre noire ». L'exposition Chénaud, c'est d'abord de magnifiques photographies en noir et blanc d'un artiste. Et puis c'est aussi des photographies qui nous parlent d'un monde en complète mutation fin 19e, début 20e. Et puis c'est aussi l'aventure des pionniers de la photographie. Alors dans l'exposition Chénaud, on va d'abord présenter l'homme, son milieu, sa technique, qu'est-ce qu'il utilise comme appareil photo à son époque. Ensuite, on va parler de lui en tant que photoreporter. C'est le premier photoreporter rouennais. Il photographie son quotidien, ce qui le touche, ce qui l'intéresse. Ensuite, il y a aussi sa qualité de
d'adepte du mouvement, de l'instantané. C'est un photographe qui aime bien prendre des enfants qui jouent, un train en gare, etc. On a aussi l'aspect de portraitiste chez lui. Il va prendre des photos d'individus en studio pour qu'il pose, tout simplement. Et puis ensuite, on a la qualité d'artiste de Louis Chénaud. C'est un esthète avec des photographies qui n'ont rien à envier aux plus grands photographes d'Instagram aujourd'hui. Donc il s'agit visiblement de l'œil d'un artiste avec une composition de ces images, des plans successifs, des reflets dans l'eau, etc. qui sont extraordinaires et qui, à nos yeux, ont une très grande modernité. Et puis, on est également, bien sûr, touché par le photographe qui s'intéresse à toutes les couches de la population. Donc, il va s'intéresser pendant la guerre, par exemple, aux travailleurs chinois qui viennent servir pour le ravitaillement du front, qui vont faire des travaux sur le port de Rouen. Il va s'intéresser également aux troupes hindoues qui combattent avec l'Empire britannique et qui arrivent sur Rouen. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on va voir, parce que c'est un photographe très complet, qui est le reflet de son époque également. Contrairement aux apparences, nous sommes dans un lieu insolite, l'abri anti-atomique. C'est ça, Anne-Sophie? Oui, c'est ça, un abri anti-atomique construit en pleine guerre froide en 1963. Et il fallait pédaler pour avoir de l'électricité. Oui, c'est pas surfait, il fallait pédaler quasiment tous les jours. Non-stop. Les 250 personnes qui pouvaient être accueillies ici devaient pédaler à tour de rôle pour avoir de l'électricité et renouveler un petit peu l'air. Ici, nous sommes dans la salle de commandement, Anne-Sophie. Nous sommes dans la salle de commandement. On aperçoit au fond les dortoirs qui étaient prévus, tout l'abri anti-atomique pour recevoir jusqu'à 250 personnes. Bien sûr, Anne-Sophie, cet abri n'est plus en fonction aujourd'hui. Non, après il sert de devoir de mémoire au moment des visites, de mes visites commentées, pas forcément pendant les journées du patrimoine, mais sur l'année complète. Là, on aperçoit les plans sur 690 mètres carrés en tout, et le niveau dans lequel nous sommes, puisque nous sommes dans la salle de commandement ici, le niveau entouré de rouge, il est en dessous du niveau de la Seine. Après tous ces efforts, je ne sais pas ce que vous en pensez, une petite pause gourmande s'impose. Ça tombe bien, vous avez rendez-vous tout de suite avec Mon Panier 76. Ce mois-ci, on part direction Saint-Martin-aux-Ifs, découvrir les vergers et surtout les confitures de la ferme Martine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Martine, de la ferme de Martine, qui nous prépare de superbes confitures bio. Bonjour Martine. Oh, tiens, t'es là. Ben oui. Donc là, on est dans ton verger. Eh ben, t'es dans mon verger. D'accord. Donc voilà, donc c'est les seuls alignements qu'il y a dans le verger. Donc tu as une rangée de groseilliers, une rangée de groseilliers encore, une rangée de cassis. Oui. Une rangée de groseilliers à nouveau, parce que c'est plus facile à récolter quand tout est ensemble quand même. D'accord. Et puis alors on a la groseille à macro. Tu connais? Non, c'est quoi ça? Groseille à macro, ben regarde. C'est une petite mère bien sympathique avec des grandes épines. Regarde ça. Ah oui, sympathique, sympathique. Ben oui, sympathique, sympathique avec ses grandes épines. Ouais. Mais alors, au lieu de pousser en grappe, c'est des gros fruits, un petit peu comme des cerises. D'accord. Tu vois, qui poussent comme ça éparpillés, donc ça se mérite. Et ils ont une saveur extraordinaire. On
a des kiwis en Seine-Maritime. Oui, le kiwi ne craint que la sécheresse. Alors cette année, il y en aura 2. D'accord. 3, pardon, il y en a un là-bas. Ah. Mais d'habitude, j'ai une 50aine de kilos. Ben Donc voilà. là, Martine, on est dans ton laboratoire de transformation. Bienvenue chez moi. Ta petite boutique. Donc qu'est-ce que tu as vraiment en ce moment? Les fruits de printemps, du début de printemps, ils ont été dévalisés. Il n'y a plus de cassis, il n'y a plus de mûres, il n'y a plus de framboises. Voilà, tout ça, ça a été vendu. Donc il reste les fruits d'automne. Alors maintenant, on va cuisiner une petite gelée de pommes avec Martine. C'est des petites pommes, toutes petites. Alors, première étape, on va découper les pommes. Comme il va falloir qu'on les passe en extraction pour faire du jus, il faut qu'on les coupe en morceaux. Parce que si elles sont grosses, elles ne vont pas faire de jus. Alors Martine, qu'est-ce qu'on fait avec ces belles pommes? Et bien maintenant, on va les mettre dans l'extracteur. Donc c'est un extracteur à vapeur. D'accord. C'est un genre couscoussier. La vapeur va sortir le jus des pommes. On va récupérer le jus. Avec notre jus, on va faire notre gelée. Là, par contre, on ne pourrait pas le boire. Il n'est pas savoureux. Il n'est pas savoureux parce qu'il a été extrait à la vapeur. Il est un peu délavé, si tu veux. On va peser nos bouteilles pour savoir combien on a de jus à mettre et combien de sucre on va mettre avec notre jus. On pèse notre bouteille, on va faire un 0, on vide. Quand on va avoir vidé, on remet sur la balance, on va avoir le poids du jus qu'on a enlevé. Ensuite, on va calculer combien de sucre il nous faut. Chaque producteur fait différemment. Moi, j'ai décidé de mettre 800 g de sucre par kilo ou par litre de jus. Tout simplement parce que après je joue sur mon temps de cuisson. Ouh, la bonne gelée! Ça sent super bon. Ah, mais c'est chez mamie, quand on touillait la casserole, montait sur une chaise, et qu'après, à la fin, on avait le droit de passer le doigt dans le fond de la casserole, et qu'on avait la tartine avec la mousse. Ah oui, avec la mousse. Ah ouais. C'était trop bon ça. Mais pour moi, c'est ça tous les jours. Donc on a fini de remplir nos pots de gelée. C'est ça. On a mis des jolies étiquettes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la manger. Donc là, Anne-Sophie, nous sommes dans la tour des archives, plus précisément la fameuse salle de lecture où on peut consulter plein de documents, hein, c'est bien ça? C'est tout à fait ça et nous allons rencontrer Monsieur Bernard qui va tout nous expliquer. Monsieur Bernard qui est donc directeur adjoint de des archives de la tour départementale. Comment se passent déjà les consultations? Alors sur le site de la tour des archives, on peut consulter les documents d'archives contemporaines de 1940 à nos jours, les dépôts des communes et également la presse ancienne, essentiellement. Alors comment on consulte? Il suffit de venir avec une pièce d'identité, s'inscrire à l'accueil, n'importe qui peut venir, c'est libre et gratuit. Et on peut consulter l'ensemble des documents sous réserve que leur état de conservation le permette et qu'ils soient communicables, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'informations protégées par certains secrets, comme le secret de la vie privée ou le secret médical. Monsieur Bernard, ce qui est agréable, c'est qu'on est au calme, tout est épuré justement pour une lecture de documents très précieux. D'ailleurs, devant nous, qu'avons-nous comme documents? Alors ici, il s'agit d'un registre de délibération de la commune de Saint-Laurent-en-Caux qui remonte à la fin du XIXe siècle. Et ce sont des documents extrêmement intéressants qui témoignent vraiment de l'histoire de la commune. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux archives, on numérise ce type de documents pour les mettre ensuite à disposition des lecteurs sur notre portail Internet. C'est toujours mieux de les lire ici. On a vraiment l'original devant nous, justement. C'est quand même des documents très précieux. Il faut en prendre bien sûr soin. Certains documents ne doivent pas être visibles normalement. Oui, tout à fait. Alors, on a des normes de conservation préventive, de manipulation des documents. Donc, dès qu'on est sur des documents qui ne peuvent pas être manipulés facilement ou qui nécessitent une restauration, forcément, on va les sortir de la consultation. Avant de découvrir la magnifique vue, vous allez voir tout en haut de la tour des archives, toujours avec Anne-Sophie Rouland comme guide, je vous propose de découvrir un savoir-faire, celui de restaurer des violons, des violoncelles, des altos. C'est le métier d'Alexis Péan, artisan d'art. Je suis Alexis Péan, luthier du quatuor à cordes frottées, donc je travaille principalement sur les instruments du type violon jusqu'à la contrebasse.
parcours professionnel a commencé par un parcours classique au départ, jusqu'en classe de 3e, où j'étais au collège Camille Saint-Saëns à Rouen. Après, j'ai intégré l'école nationale de lutherie à Mirecourt, dans les Vosges, où j'ai obtenu mon CAP, mon brevet de technicien, puis un diplôme des métiers d'art. Sorti de cette école, au bout de 5 ans, j'ai intégré l'atelier Vatelot-Rampal à Paris, donc, qui est une grosse maison d'expertise de luthier, où on faisait de la haute restauration sur des instruments assez prestigieux, donc où j'ai continué à me former plutôt sur cette partie de restauration d'instruments. Pour résumer mon activité, ici, je suis généraliste, je fais un peu tout, mais principalement, on va dire 70% de restauration et 30% de fabrication. Puis après, il y a une petite bulle qui reste pour la fabrication d'instruments, suivant la demande du musicien. Je suis musicien amateur, mais dans le cadre de mon activité, je pourrais me comparer plutôt à un technicien en Formule 1, un mécanicien, et quand j'ai besoin d'aller plus loin dans les réglages, je fais appel à un musicien qui va faire le pilote de l'instrument. Comme promis, nous sommes en haut de la Tour des Archives, sur la terrasse avec ce magnifique point de vue. On est à quelle hauteur, Anne-Sophie ? Nous sommes à 90 mètres. Et à l'époque, c'était pour concurrencer avec la hauteur de la flèche de la cathédrale qui fait 151 mètres. Alors une concurrence qui amène aussi des anecdotes, notamment avec des pompiers, il me semble. Oui, en 2006, on a des pompiers qui ont gagné le championnat à Sydney de la course d'escalier parce qu'ils viennent s'entraîner ici. Il y a presque 30 étages et donc voilà, c'est un bon entraînement pour eux. Merci beaucoup Anne-Sophie Rouland pour toutes ces précisions, ces informations. On rappelle, vous faites des visites. Alors est-ce que c'est valable aussi toute l'année ? Il y a aussi surtout les journées du patrimoine. Alors c'est valable toute l'année sur inscription, juste par mail en fait à annesophie.rouland@seine-maritime.fr. Je reçois tout public, des collégiens, des lycéens, des adultes, des associations. Et pendant les journées du patrimoine, la tour des archives est visitable, on peut monter en haut sur inscription parce qu'il y a un quota forcément pour l'ascenseur. Voilà, j'espère que vous avez noté toutes ces précisions. Notre magazine touche bientôt à sa fin avant d'aller rejoindre, comme promis aussi, le groupe The Signers au centre d'expression musicale au Havre. Je vous propose une dernière page d'actualité du département en 76 secondes. Après la mise en service d'un espace bien-être en 2021, la résidence autonomie Saint-Louis s'est dotée d'une cuisine pédagogique. Un nouvel aménagement qui permet de redonner goût aux 74 résidents de passer du temps devant les fourneaux. L'objectif, c'est vraiment de créer du lien social dans un environnement convivial, de valoriser aussi l'expérience de nos résidents, puisque chacun sait cuisiner, mais c'est vrai que tout seul dans leur logement, ils n'ont pas forcément envie. Donc le fait de se retrouver là, comme à la maison, tous ensemble, ça incite vraiment à vouloir partager des moments de convivialité et de bonheur dans ce type de résidence. Le mardi 29 novembre, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, et Chantal Cotreau, vice-présidente en charge des collèges et de la réussite éducative, ont inauguré l'installation du système de vidéoprotection du collège Jean Le Canuet à Rouen. Accueillant 652 élèves, ce collège a été équipé de 8 caméras pour un budget environ de 11 000 €. Il s'agit vraiment de vidéoprotection puisque nous avons d'abord l'autorisation du conseil d'administration. Le but est de protéger les biens et les personnes, mais sans s'immiscer dans la vie privée des autres personnes. C'est-à-dire qu'en cas de problème, il n'y a que quelques personnes il n'y a qu'une personne qui est habilitée, qui peut regarder éventuellement la vidéo sur les 30 derniers jours, avec l'accord du procureur de la République s'il y a eu vol ou intrusion ou autre, ou dégradation ou des problèmes sur des personnes. Mais on n'a pas à prendre en photo ou à visionner tous les jours les gens qui passent dans la rue et les gens qui sont chez eux. Donc c'est pour ça qu'il y a des filtres noirs qui sont mis systématiquement là où pourrait y avoir un doute. En partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat Normandie Seine-Maritime et la Chambre interprofessionnelle du commerce, le département a mis à l'honneur ses artisans et ses commerçants lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel du département. 6 trophées ont été distribués. Les portraits de ces différents artisans lauréats
sont à découvrir sur la chaîne YouTube du département Seine-Maritime.tv, rubrique Talents d'ici. Comme promis, on se retrouve au centre d'expression musicale, le CEM au Havre, et dans cette magnifique salle de concert, le Tube et le groupe en répétition, The Sinners. Pourquoi le choix de ce nom? Alors le choix de ce nom, Sinners, ça veut dire les pécheurs au sens du péché, déjà. Et pourquoi ce nom? Parce qu'on trouve que ça nous correspond bien. Quand on fait du rock, on vit dans le péché, donc en fait voilà, c'est tout simple. Faut pas chercher trop d'explications. Bon, pas trop d'explications non plus. Il faut s'attendre à du rock bien balancé avec votre groupe. C'est ça, du rock bien musclé, oui. Bien musclé. Quelles inspirations musicales? Quel est votre univers musical? Alors à la base, ça part toute la scène de Seattle des années 90, donc plutôt Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, tous ces groupes-là. Mais au-delà de ça, on a d'autres influences aussi via Gilles le bassiste qui aime beaucoup des groupes comme Incubus, les Red Hot, des groupes comme ça. On écoute aussi des groupes comme Massisteria. Donc toi, c'est assez éclectique. On mélange toutes nos influences pour faire des morceaux qui nous plaisent, qui nous ressemblent vraiment. La constitution de ce groupe, c'est faite par amitié, par rencontre? C'est ça, nous on accorde beaucoup d'importance à l'amitié. Donc c'est d'abord un groupe de potes avant toute chose. Petite actu, est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines, prochains mois, une actu particulière du groupe? Alors oui, tout à fait. On va enregistrer un deuxième album, tout à fait, pour le sortir en 2023. Et après on repartira sur les routes pour le défendre comme on fait d'habitude. Voilà. Et pour finir, donc quasiment en exclusivité, pour 76 Le Mac, vous allez interpréter quel titre? Alors on a choisi de faire un nouveau titre pour le faire découvrir au public. Le titre s'appelle Silmeria et figurera sur le prochain album qu'on va enregistrer prochainement. Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir. Et nous, on se dit à très vite, le mois prochain, pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.